Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2022-10, d'excellentes ou de bonnes œuvres ce mois-ci. Commençons par Campagnoli Bartolomeo 1751-1827, un concerto pour violon orchestre en B-flat majeur, opus 15, datant de 1820. Alors Campagnoli, c'est un compositeur qui semble d'une certaine importance historique dans le genre violonistique, mais surtout en violon solo, en musique de chambre. Pourtant, je n'ai jusque-là jamais abordé ce compositeur, ce qui semble montrer, s'il n'était nécessaire, l'immensité des musiques à découvrir. Alors, pour son unique concerto, Campagnoli, à mon avis, signe un chef-d'œuvre. Alors, c'est une œuvre qui est difficile à placer dans l'évolution du concerto pour violon, dans la mesure où on ignore l'origine de nombreux effets. Alors, notamment perceptibles ici dans ce concerto, alors des effets qu'on pourrait qualifier avec prudence du terme de paganinien. Alors néanmoins, l'ensemble violon-orchestration apparaît plus proche de Viotti, pour donner un exemple, et pas du tout proche de Rode, pour donner un autre exemple. Alors, qu'est-ce qui est proche de Viotti? Eh bien, c'est le jeu violonistique qui est essentiellement en legato plutôt qu'en staccato. Alors par rapport à Paganini, eh bien, c'est un concerto qui est très en deçà du concerto numéro 1 du maître génois, lequel est composé vers 1817, mais il est même en deçà du concerto numéro 6 de Paganini qui a été composé antérieurement, hein, malgré son numéro d'opus. Alors tout cela sur le plan violonistique. En revanche, ce concerto de Campagnoli serait plus en avance sur le plan de l'orchestration. Alors, un style violonistique très volubile, parfois réellement virtuose, mais qui n'affirme pas ostensiblement de bravoure et qui se restreint donc, comme je l'ai dit, plus souvent au legato. En particulier, Campagnoli excelle dans le chromatisme, les glissandis, et en ce qui concerne l'orchestration, eh bien c'est une orchestration qui est plutôt en avance sur son temps par rapport au concerto pour violon et même pour piano qu'on peut trouver à cette époque. Alors cette orchestration se caractérise, me semble-t-il, par une richesse harmonique qui est inattendue, de nombreux chromatismes également à l'orchestre, notamment dans le deuxième mouvement. C'est une instrumentation qui est très homogène, qui utilise beaucoup les tutti de violon, mais qui exploite aussi par moments la clarinette, et en revanche les cuivres sont très peu représentés. Alors, cette orchestration qui est en avance sur son temps possède tout de même quelques passages poussifs rythmiquement, en particulier dans le dernier mouvement. Alors, pour caractériser l'ensemble du concerto, eh bien, nous dirons que c'est un concerto qui est bien équilibré, et on admirera particulièrement le deuxième mouvement lent pour sa marque pathétique. Nous poursuivons avec Kessler Minueta 1914-2002, un concerto pour piano-orchestre, concerto Alberta, datant de 1947. Alors, c'est une nouvelle compositrice dans critiquemusicale.com. Alors, ce concerto m'apparaît comme un concerto magnifique, très ambitieux, et qui atteint bien le niveau de son ambition. Une élaboration très élevée, aussi bien de la part du soliste que de l'orchestre. L'ensemble n'est cependant pas exempt de quelques défauts, à mon avis, ce qui empêche à cette œuvre d'atteindre la mention exceptionnelle.
Le plus remarquable, c'est sans doute une thématique déstructurée, très complexe, composée d'une suite d'effets qui sont presque amélodiques. Le soliste est très souvent fulgurant, notamment par des gammes et glissandis spectaculaires. Le rythme général est un rythme hyper rapide, uniforme, conformément à un certain style moderne de l'époque. Néanmoins, il ménage de nombreuses parties lentes dans le premier mouvement et ces parties sont souvent malheureusement un peu moins réussies. Alors l'orchestration sur le plan du style est variable d'une partie à l'autre, elle est particulièrement incisive, elle est variée dans son instrumentation, elle est parfois fulgurante elle aussi, particulièrement élaborée, elle se détériore parfois en des parties qui sont cacophoniques, en dissonance négative avec la partie soliste, et notamment c'est le cas au début et à la fin du premier mouvement et à la fin du dernier mouvement. L'adagio est remarquable par le jeu des clarinettes dans le thème d'ouverture et la finale. Il faut signaler aussi un grand crescendo très complexe en fin de mouvement. Nous poursuivons avec Krumfolls Johann Baptiste 1742-1790, une œuvre pour harpe et orchestre, symphonie pour la harpe, datant de 1787. Alors Krumfolls est un compositeur que nous connaissons bien sur notre site. Alors ici, ce n'est certainement pas l'une des œuvres pour harpe et orchestre de Krumfolls les plus estimables. Alors parmi les meilleures œuvres qu'il faut absolument écouter de Krumfolls, en se restreignant donc au genre pour harpe, ce qui est la spécialité du compositeur, eh bien nous pouvons citer les sonates de l'opus 13, notamment la 2, la 3, le duo pour flûte et harpe en F majeur, et le concerto opus 7 numéro 5, ce dernier pour son mouvement lent. Alors revenons à cette symphonie pour harpe. Elle présente de la matière musicale, parfois d'un niveau élevé, et elle se situe dans le cadre général, malheureusement, de la ritournelle, selon une régularité rythmique qui est propre à la seconde moitié du XVIIIe siècle, et c'est ce qui la déprécie. Heureusement, elle s'en évade parfois de manière significative et répétée, et c'est à ce moment-là que Krumfolls a atteint le niveau supérieur. Alors c'est le cas notamment dans le deuxième mouvement. Alors ce deuxième mouvement est déprécié par son deuxième thème qui apparaît avant le retour du premier qui prélude à la finale. Alors c'est particulièrement dommageable parce que c'est un mouvement qui aurait pu atteindre l'excellence. Vers la fin du premier mouvement, on trouve un mouvement d'amplification, un crescendo qui est assez remarquable et original. C'est dans le troisième mouvement que la ritournelle s'affirme, mais au point d'être vraiment difficile à supporter, sauf cependant la finale, la toute partie finale, qui est également un très beau mouvement d'amplification. Donc une œuvre qui est d'intérêt extrêmement variable. On retiendra le meilleur mouvement, qui est le deuxième mouvement où Krumfolls montre une utilisation de l'orchestration qui est parfois absolument étonnante dans un style qui est relativement pathétique. Alors d'une manière générale, eh bien, c'est le soliste qui domine dans cette œuvre malgré l'appellation de symphonie, hein, et c'est malheureusement l'orchestration qui déprécie l'intérêt de cette œuvre, comme c'est malheureusement souvent le cas pendant cette période.
Smith Alice Marie, 1839-1884, une œuvre pour orchestre, la symphonie en C mineur, datant de 1864. Alors c'est également une nouvelle compositrice citée sur critiquemusicale.com. Alors une très grande œuvre que cette symphonie qui témoigne d'un sens lyrique tout à fait accompli et qui s'exprime notamment par des crescendo remarquablement développés et aussi par un sens de l'harmonie très subtil allié à une instrumentation qui est très sûre. Alors la compositrice utilise beaucoup les cuivres, mais sans jamais d'excès ni de cacophonie, donc une utilisation des cuivres qui est toujours extrêmement subtile. Alors le style symphonique d'une manière générale s'inscrirait peut-être dans ce qu'on pourrait appeler un pseudo-style wagnérien, qui s'intègre encore au classicisme par une thématique très souvent mélodique. Néanmoins, c'est une œuvre typiquement romantique dans son siècle. Alors, le premier mouvement aurait sans doute gagné à être écourté afin d'éviter à mon avis, une trop grande répétitivité. Néanmoins, les thèmes en sont tous excellents. C'est surtout dans le dernier mouvement qu'éclate à mon avis le génie de la compositrice, malgré un thème principal qui n'en représente pas le sommet. On admirera dans ce mouvement un solo de hautbois qui est accompagné par les pizzicati de l'orchestre et qui est très pathétique. Enfin, l'œuvre revisitée, Richard Strauss, 1864-1949, une œuvre pour orchestre, ainsi parlé Zarathustra, opus 30, datant de 1895. Alors c'est une œuvre qui est célèbre pour son introduction, à juste titre, à mon avis, mais on ne peut pas étendre cette célébrité à l'œuvre entière. Alors c'est une œuvre brillante, mais à mon avis terriblement inégale. Et ainsi parlé Zarathustra contient des pages d'un lyrisme très extériorisé, mais limité à certaines parties. Alors, rares sont les œuvres symphoniques qui traduisent un sentiment de pathétique aussi intense que l'introduction, c'est-à-dire le premier mouvement. Alors, malheureusement, après cette éblouissante démonstration, le compositeur semble un peu anesthésié, mais il se réveille dans le septième mouvement et le huitième, septième le convalescent et le huitième mouvement qui est le chant de la danse. Alors, ces deux parties comportent des effets instrumentaux qui sont d'une extrême originalité, qui mêlent des motifs au cuivre et les solis au violon en un contraste saisissant. Strauss exploite magnifiquement le registre suraigu, notamment avec le xylophone et le triangle, les glissandis osés de cuivre, de cordes. Et certains effets pourraient préfigurer Mahler, ce qui contraste avec le caractère très mélodique des motifs violonistiques. Cette instrumentation rutilante est en même temps légère, aérienne, et elle évoque des flots de lumière crue, vibrante, incisive. Les thèmes développés par le violon affirment une expressivité très communicative qui les rend inoubliables. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.